Née le 25 mars 1921, Simone Signoret naît qu'à Minquières et très tôt attirée par le cinéma. Elle lit parfois Ciné-Monde, mais envisager une carrière d'actrice lui semble impossible, surtout pour elle, une fille de bonne famille. 19 ans, avec évidemment charge de famille, puisque mon grand-père était barré à Londres auprès du général de Gaulle, donc elle était avec sa mère et ses deux frères, Alain et Jean-Pierre. Et voilà, il fallait bien qu'elle bosse, hein, parce que les petits, ils avaient respectivement 8-9 ans de moins qu'elle, et le petit dernier, ils étaient à l'école, et ben voilà, c'est elle qui faisait bouillir la marmite. Hein. Elle est amie avec Corinne Lucher, révélée par Prison sans barreaux. C'est grâce à elle que Simone trouve un travail dans un journal antisémite, celui du père de Corinne, qui sera fusillé après la guerre, sa fille, elle, condamnée à 10 ans d'indignité nationale. Elle travaillait au Nouveau Temps, surtout. Elle était, à l'époque, elle avait 19 ans. Elle était secrétaire, bilingue, parce qu'elle parlait très très bien anglais. Et c'est là où elle a eu cette sortie invraisemblable, où elle est partie en disant « vous serez tous fusillés ». Elle a quitté le bureau en disant ça, qui est une inconscience folle, parce qu'elle aurait pu quand même se retrouver drôlement embêtée en sortant. Simone Camincker abandonne son patronyme devenu trop dangereux au profit de celui du grand comédien de l'époque, Gabriel Signoret. Elle le dira elle-même. Elle est née un soir de mars 1941 sur une banquette du Café de Flore, boulevard Saint-Germain, dans le 6e arrondissement. Elle pénètre dans ce lieu qui tient à la fois de la cantine et du cénacle, et dans lequel des acteurs disent qu'ils sont acteurs, même s'ils sont inconnus et chômeurs. Elle y était beaucoup, et surtout à l'époque de mon père, parce que c'était l'époque du groupe Octobre, c'était Prévert. Jacques Prévert. Elle pense comme lui, elle parle comme lui, elle rit aux mêmes choses que lui. Un jour, au Café de Flore, quelqu'un envoie Simone voir Marcel Carnet. Il la retient pour les visiteurs du soir. Sur ce tournage, elle croise Alain Resnais, figurant lui aussi, Michelangelo Antonioni. C'était une époque où c'était possible de faire de la figure. Je veux dire, on faisait de la figuration, on essayait d'être bien à l'heure, d'être bien en place, de se faire remarquer positivement par un assistant qui vous faisait revenir une autre fois pour faire un petit rôle. C'est comme ça que ça se passait. C'est ce qu'elle essayait de m'expliquer d'ailleurs quand moi j'ai voulu faire ce métier. En me disant, t'as qu'à faire de la figure. Mais je dis, attends maman, c'est plus comme ça que ça marche. Déjà, à mon époque, ça marchait plus comme ça déjà. Donc elle a fait de la figuration, elle a fait petit rôle, elle parlait, si on dit 2 mots, on est silhouette. Elle était grande hein, pour son époque, elle était costaud, elle n'était pas grande comme Ingrid Bergman, mais elle faisait 1m70, ma mère pas loin, hein, 1m69, 70 pour l'époque c'est beaucoup. Grande, charpentée, brune avec des yeux verts. Elle était somptueuse, quoi. Simone a 22 ans quand elle rencontre Yves Allégret au Flore. Elle sera sa muse et pendant quelques mois son épouse. Assistant de Renoir, frère de Marc, il lui donne son premier rôle marquant dans Les Démons de l'Aube. Sa prestation est remarquée. Elle enchaîne alors et retrouve Yves Allégret pour Dédé d'Anvers, l'un des rôles les plus forts de la jeune comédienne. C'est un succès. Une fois de plus, elle joue une prostituée. Elle ne veut pas être cataloguée. Le personnage de Manège, il est insensé quand même. Le couple là avec Marie Marquet qui jouait sa mère, c'est quand même une paire de sacrées salopes. Hein. On ne peut pas changer les mots, hein, c'est ça. Mais c'est tellement extraordinaire ce film. C'est génial, quoi. Moi, j'ai eu un plaisir terrible, formidable à jouer Manège, qui était le rôle le plus ingrat du monde et pour lequel, d'ailleurs, les gens m'en ont voulu, comme ça. Je l'ai senti. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont insulté dans la rue en disant « c'est Manège ». Papa, il a filmé bien, hein, ma mère, quand même. Il savait faire, hein. C'était un sacré réalisateur, hein. Il s'est fusillé par la nouvelle vague, Truffaut en tête, et les cahiers du cinéma qui se sont mis à baver sur les vieux, entre guillemets, réalisateurs, dont le boulot était souvent beaucoup plus moderne que le travail de certains autres que je ne nommerai pas ici, parce que d'abord je ne me les rappelle pas, et puis parce que je ne suis pas là pour régler des comptes, mais c'est vrai que mon père, il s'est fait complètement fusiller par la nouvelle vague, mais c'est une exécution en règle, quoi. Ma mère, quand elle a rencontré Montand, elle a fait... Il y en a qui font des dénis de grossesse. Elle a fait un déni de... elle a fait un déni de vie d'avant, quoi.
elle est arrivée pratiquement. Moi, c'est tout juste si elle ne m'avait pas eu par Immaculée Conception, quoi. Elle a totalement censuré mon père. Donc, du coup, moi, je connais pas grand-chose de leur vie, quoi. Je sais qu'ils se sont beaucoup aimés, parce qu'elle me l'a dit. Et puis, elle est très vite passée à autre chose, quoi. J'étais petite, hein, quand elle a rencontré mon temps. J'avais 3 ans, hein. Donc, mais avant ça, elle avait vécu suffisamment longtemps avec mon père pour avoir un enfant, un petit garçon qui était mort de froid dans la clinique. Ça, elle me l'a beaucoup raconté, en 1944. Donc, c'était pas une bonne année pour arriver au monde. Entre 1946 et 1953, elle va tourner 12 films, passant de rôles moyens à des rôles titres. Elle fait une apparition mémorable dans La Ronde d'Ophuls, où elle donne la réplique à Gérard Philippe. Elle s'appliquait à me dire que mon père a voulu l'épouser quand elle a commencé à avoir du succès. Donc, ce qui n'est pas très gracieux pour papa d'entendre ça, mais c'est quand même bien lui qui lui a fait faire Manège, des Dés d'Anvers, et qui avait dans ses tiroirs le projet de faire Casque d'Or. Ça, je l'ai découvert à la mort de mon père, quand j'ai vidé sa maison, et que je suis tombée sur un scénario de Casque d'Or, qui était probablement de lui et de Jacques Ségur, avec qui il travaillait beaucoup, et qui s'est jamais fait. Et comment ça s'est retrouvé entre les pattes de Becker, j'en sais rien. Mais il y avait tout. Il y avait des coupures de presse sur la vraie Casque d'Or. Il y avait tout ça. J'ai trouvé ça. J'ai tout foutu en l'air tellement ça m'a... C'est dingue. On se défend comme on peut, hein. Et j'ai tout jeté. L'histoire de Casque d'Or, c'est magnifique parce que quand elle a été contactée par Becker pour faire Casque d'Or, c'est simultané avec sa rencontre avec Montand. Et que là, tout d'un coup, elle n'avait plus trop envie de se barrer pour aller tourner et laisser son monsieur à la maison, enfin à la maison ou ailleurs, sur un tournage ou sur une scène. Donc elle a, dans un premier temps, dit à Becker que finalement, elle ne ferait pas le film. Et pour rester avec Montand. Et Becker l'a rappelé de forme intelligemment quelques heures ou quelques jours après pour lui dire « Écoute Simone, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, tout va bien. J'ai trouvé quelqu'un pour te remplacer, ce sera Martine Carole. » Et alors là, ça a été instantané, miraculeux. Elle a dit « Ah non, mais attends, mais je vais m'arranger. » Et puis finalement, elle a expliqué à Montand qu'elle avait envie de tourner Casque d'Or. Et c'est comme ça qu'elle a tourné Casque d'Or, qui a été un bide monumental au moment où c'est sorti, hein. Et je me rappelle parfaitement quand Alex Archambault venait la coiffer à la maison, place Dauphine, et qu'il lui remontait les cheveux comme ça pour lui faire le... Je le vois, ça, c'est un souvenir d'enfance. Donc, Casque d'Or, pour moi, c'est ma maman. Dans ce film qui célèbre l'amour et dont l'érotisme sera scandaleux pour l'époque, il y a cette scène marquante où Reggiani et Signoret valsent ensemble dans une guinguette du bord de Marne. Même si Simone ne savait pas danser et que Reggiani s'était foulé la jambe. Et dites donc, il se défend, mon petit pote, non? Il se défend même très bien. La Marne, les guinguettes, la valse, la danse, tout ça, quoi. Puis c'est beau, c'est... L'histoire est complètement romancée, hein, parce que c'est pas la véritable histoire de Casque d'Or, mais enfin, on s'en fout. Quel homme, ce Becker. Il a beaucoup vécu à la campagne, à Auteuil, chez maman et Montand. Il était extraordinaire, il était merveilleux. Il était très attentif, très charmant, je l'aimais beaucoup. Elle est meurtrie par l'échec de Casque d'Or. Elle retrouve Carnet avec Thérèse Raquin, adaptée de Zola, et cette fois-ci, le succès est au rendez-vous. Triomphe aussi pour Les Diaboliques, l'année suivante. Clouzot, le metteur en scène, tyrannise ses actrices. Simone Signoret ne fait pas exception à la règle. C'est quelqu'un qui ne se lançait pas à la légère. Quand il a fait le Mystère Picasso, il s'est mis à peindre. Je veux dire... Des Diaboliques, je vous dirais que, contrairement à ce qui s'est passé pour Manège et ce que je craignais un peu au départ, Dieu merci, l'identification ne s'est pas faite, car être un monstre aussi hypertrophié que celui des Diaboliques, c'est tout de même pas une chose courante. Et
que ça, le public l'a quand même très bien compris. Ils ont compris, vous avez compris que c'était plus un jeu de l'esprit, plus un problème d'échec qu'on vous proposait qu'un fait divers ayant trait à la réalité. Moi, je me rappelle avoir entendu ma mère dire qu'il lui avait coupé une prise parce que il lui a dit « Non, Simone, c'est pas ça ». Et elle a dit « Qu'est-ce que vous en savez? Vous ne me voyez pas ?» Et il a répondu « Mais je vous vois de dos. Vous avez les mains dans vos poches et vos poings ne sont pas serrés. » Là. Voilà. Donc, il a bien été capable de lui dire effectivement qu'il indiquait la culpabilité avant même d'avoir commis le crime. C'est possible, mais je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Avec Les Sorcières de Salem, elle utilise le procès des sorcières de Salem comme une allégorie du maccarthisme. D'abord pièce avant d'être un film, Simone Signoret prouve qu'elle peut être une comédienne de théâtre. Il y a toute l'aventure de la pièce, de la répétition, qui se faisait partiellement à Auteuil-sur-Eure. Ils y répétaient là-bas. Moi, je n'avais de cette pièce que les échos des fous rires qu'ils avaient en scène. Donc, j'avais des rapports assez rigolos. Parce qu'ils se sont marrés comme des fous. Et Montand, il a fait beaucoup de conneries. Il était un peu facétieux. Il montait dans les cintres, il lâchait des ampoules avec Mondi et tout ça. Il y a eu les flics qui sont venus parce que... Enfin, c'est devenu... Ils étaient blagueurs, hein. Ils faisaient des choses invraisemblables. Hein. Toute la petite fine équipe, là, autant sur le plateau que dans la vie, les jours de relâche. Hein. Moi, j'ai vu faire des blagues au téléphone et des trucs... On ne peut pas imaginer, hein, quand on voit ce qu'ils jouent. Eh bien, si, c'était des gros farceurs. Les Sorcières de Salem est rejetée par le public. Simone connaît alors les difficultés d'une comédienne qui aborde la quarantaine. Et la nouvelle vague la boude. Elle faisait partie d'une famille de cinéma, probablement, qui n'avait pas l'heure de plaire à ces jeunes gens, qui voulaient en plus de ça faire du cinéma avec leurs révélations à eux. Je veux dire, les bandes à Chabrol et à tous ces gens-là. C'est là qu'on a quand même vu débarquer Gérard Blin, Bernadette Lafont... et à toute une Brialy et compagnie, quoi. Ça sort de là, hein. Vous savez, il y a eu le problème de la nouvelle vague. Alors, quand il y a des mouvements tout nouveaux, il y a forcément des espèces d'injustices. Regardez les injustices flagrantes du grand François Truffaut, dont on va ressortir le livre critique. On a envie de dire, mais calme-toi. Le film qui fait redémarrer sa carrière vient d'Angleterre. C'est le best-seller de l'année. La mise en scène est de Jack Clayton, dont c'est le premier film et qui deviendra ensuite un réalisateur de tout premier plan. L'accueil critique et public est incroyable. C'est le renouveau du cinéma anglais. C'est chéri à l'anglaise un peu, hein, Room at the Top quand même, parce que la différence d'âge entre cette femme et ce jeune homme, cette situation un peu ambiguë comme ça, parce que lui, il n'est pas au départ blanc-bleu, franc du collier. Simone décroche un British Academy Award, puis le prix d'interprétation à Cannes. Le film va cartonner aux États-Unis. En France, c'est un échec. Peut-être qu'au début de sa carrière, elle a été mal perçue. Elle a peut-être été davantage perçue comme on a pu percevoir Bardot tout au long de sa carrière, plus que comme une actrice, c'est-à-dire comme un physique, une physique, quoi. Ce que je dis depuis tout à l'heure, c'était quand même assez spectaculaire. Et puis, ils se sont peut-être aperçus que finalement, qu'elle savait jouer la comédie aussi. La consécration vient donc d'Hollywood. Elle reçoit l'Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation dans Room at the Top. Mais bizarrement, je ne pense pas que ça lui ait ouvert une énorme carrière aux États-Unis, parce que je n'ai pas le souvenir qu'elle se soit... En même temps, à l'époque, il y avait tous les contrats avec les major companies. Il fallait signer pour 7 ans, 8 ans. Je pense que ça, c'était pas son truc. Elle n'aurait pas fait. Elle remporte l'Emmy, l'équivalent de l'Oscar de la télévision, avec A Small Rebellion de Stuart Rosenberg, qui passe aussitôt au cinéma et qui sera le réalisateur de Luc la main froide et d'Amityville. Alors, Signoret, star américaine? Non, il y a une parenthèse historique, en ce sens qu'elle était... Elle était à Hollywood pendant que Montand tournait. Il a chanté un peu là-bas. Elle y était. Mais c'était pas du tout professionnel pour elle. Elle faisait la femme de la groupie du chanteur, comme elle disait. La liaison de Montand avec Marilyn ne pourrait être qu'une histoire qui ne regardait que nous quatre, comme elle le dira elle-même plus tard. Elle redéfinit pourtant sa carrière.
Et ça a quand même changé beaucoup de choses. Hein. Par rapport à sa carrière. À sa carrière, je sais pas, par rapport à... Bah oui, mais la carrière, ça passe par le physique et voilà. Et là, ça a été quand même un peu le commencement de la fin, quoi. Hein. Elle a été héroïque, elle en a bien joué, bien écrit, bien fait chanter les mots dans son bouquin, mais elle en a bien pris plein la figure quand même. Elle était très malheureuse. Ouais. Entre 1961 et 1968, elle va alterner films français et étrangers. Le jour et l'heure de René Clément, Les mauvais coups de François Leterrier, La Nef des fous de Stanley Kramer où elle sera nominée à l'Oscar, La Mouette et The Deadly Affair de Sidney Lumet. Elle va même remonter sur scène pour incarner Lady Macbeth et subir un camouflet d'anthologie. Il fallait bien une telle dose d'humilité pour éteindre une telle dose d'orgueil quand même, parce qu'il fallait un orgueil fou pour imaginer qu'on pouvait aller se frotter, se colter avec Lady Macbeth quand même, et la Royal Shakespeare Company ou un peu de choses près. Après Compartiment tueur, où elle permet par sa notoriété à Costa Gavras de réaliser son premier film, ce sera L'aveu. L'aveu est né d'une manière assez simple. À Auteuil, que vous citez, il y avait beaucoup de discussions. Des discussions sur le cinéma, sur l'art, sur le cinéma, la politique aussi, évidemment. Et puis c'était une période quand même très tendue politiquement. J'avais ma génération. Sans les guerres, sans l'oppression, avec avec des sociétés justes, etc., etc. Et puis très vite, on a découvert que ces discours étaient faux, que ça ne marchait pas du tout à l'Union soviétique. Voilà. Et ça, c'était comme ça une sorte de peine profonde, parce qu'on avait utilisé le meilleur de nous-mêmes. Enfin, et voilà. Et quand j'ai lu le livre, voilà, je me suis dit, là, il y a un film pour sortir cette peine, pour dire, voilà, pour sortir de cette peine, pour dire, voilà, qu'on a eu tort de penser à cela, et il faut le dire. Et grâce au récit, parce que c'était un récit, le livre, c'est un récit de London, j'ai pu le faire sans avoir à inventer des choses. Comme on a fait beaucoup de films anticommunistes à l'époque. En Amérique, je crois qu'on avait fait tout ça. C'était des films invisibles. Ça les intéressait beaucoup parce qu'eux, ils avaient beaucoup cru, beaucoup plus que moi, naturellement. Ils s'étaient même engagés très personnellement dans certaines actions, avec le Parti communiste français, oui. Son hésitation était beaucoup plus très personnelle parce qu'elle pensait qu'elle n'aurait jamais pris position contre son mari, comme l'a fait pendant un court moment Madame London. Voilà. C'est-à-dire au début de l'arrestation. Voilà. Et ça, elle a dit, moi, je ne l'aurais jamais fait parce que mon mari, je le connais très très bien. Je saurais qu'il n'a pas fait. Mais finalement, on a beaucoup discuté et elle a fini par le jouer. Elle est très bien le jouer d'ailleurs. J'ai vécu les premières années de ma vie dans un pays où il y avait peu de liberté, où il y avait beaucoup d'oppression comme ça, comme la Grèce, où le régime était totalitaire, comme il y en a beaucoup encore, et comme ça a repris, mais alors d'une manière grotesque en ce moment en Grèce. Parce qu'il fallait tenir bon. Il fallait dire, voilà, on a fait ce film, on avait raison de le faire. Et bon, avec le temps, on s'est aperçu qu'on avait raison, quoi, voilà. Mais on avait besoin de ça, ces yeux grands ouverts sur les erreurs, les horreurs et erreurs aussi du stalinisme. Et alors, ça a été largement récupéré, mais je pense que ça, c'était des gens qui vraiment parlaient haut et clair, qui disaient fortement et clairement leur position. Et je crois que ça comptait dans le monde politique de l'époque. J'en suis sûr. Enfin, ça a beaucoup contribué. Sur le plan politique, si vous voulez, elle avait toujours une position très juste, très droite, très directe. Et on savait qu'elle ne se trompait pas. Elle avait le sentiment, pas le sentiment, il avait l'instinct, je dirais, de la vie. Avec L'Armée des Ombres, elle ajoute un chef-d'œuvre à sa filmographie. L'Armée des Ombres, c'est quand même quelque chose de... Et Melville, c'est alors voilà... C'est pas un cinéaste de la nouvelle vague, hein, Melville, quand même. Mais c'est un grand classicisme, enfin, quoi. C'est un cinéaste, quoi. C'est magnifique, Melville. Il faisait peur, hein. Il avait toujours ses lunettes noires et tout. Il n'était pas particulièrement engageant. Moi, j'étais très jeune, mais je l'ai vu 2-3 fois à Auteuil et je le trouvais finalement extrêmement charmant. Tout le monde se souvient de ce regard de la fin de l'Armée des Ombres. Remercions Melville d'avoir
Simone Signoret est dans une passe délicate. L'armée des ombres n'a pas bien marché et l'aveu doit son succès à Montand. Et c'est Gabin qui impose Signoret parce que ça va plus très bien pour le chat. C'est Gabin qui insiste, qui dit, qui aide Granier de Fer à imposer Signoret. C'est quand même des histoires inimaginables. T'as un très grand film, inspiré d'un très grand livre de Simenon, mais un livre bizarrement bavard, alors que le génie du chat, c'est d'être silencieux. Et ça, mais pourquoi ? Parce qu'il y a deux monstres. Si je pouvais en parler, je pourrais peut-être pas le faire. Parce que si je devais en parler, je serais obligée d'analyser dans moi des choses que je ne veux absolument pas analyser, et qui viendront ou viendront pas. Où est le bois ? Il n'y a pas de bois. C'est aussi du bois, j'espère qu'elles viennent. Je sens qu'elles viennent. Et alors là, je dois dire, elles viennent surtout au moment où on répète tous les deux. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas du tout, quelquefois, comment je vais faire les choses. Puis je le regarde, puis je l'écoute. Alors ça vient. Et on n'a pas l'impression que ça travaille pour vous. Pourtant, c'en est un, quand même. Ah oui, quand même. Bah oui, c'est un travail. Oui, mais enfin, faut pas en faire un monde, hein. L'humilité de Pierre Granier de Fer, devant ces deux monstres, ce décor d'effondrement d'un monde, d'effondrement d'une certaine forme de vie, ces petites vies qui s'éteignent tout doucement, moi je pense que ça constitue un très grand film. Le plan final est terrible, quoi. Les plans où elle revient du marché toute seule, et puis ses éboulis, puis après ce grand truc qui casse tous les immeubles. Non, c'est du très grand cinéma. Le chat, où je vous signale qu'il y a quoi ? Il y a 4, 5, 6, 7 répliques, pas plus. Mais les deux ensemble, c'est une des plus grandes régalades du cinéma français. Enfin, oui, mais c'est une injustice, comme disait Orson Welles. Il y a des regards qui sont cinématographiques et qui disent tout. Bon, Philippe, tu me changes la figuration ici, hein ? Quand on a fait Le Chat, quand on a fait l'Étoile du Nord, quand on a fait tous ces films, c'est une œuvre tout à fait respectable. Alors, après qu'elle soit majeure, plus ou moins importante, c'est encore autre chose, mais c'est un vrai, formidable metteur en scène de cinéma, enfin. Simone Signoret, Alain Delon sont les vedettes de La Veuve Coudert. Comme si j'étais encore jeune, et puis maintenant, tu cours après une jeunesse, une vraie. Et comme je crie, tu dis la vérité. Pourquoi ? Pour que je pleure ? Non, alors, oubliez, parce que c'est ma faute, non. Pierre Granier de Fer, qui avait déjà réalisé Le Chat, a de nouveau choisi un roman de Georges Simenon. Pierre Granier de Fer reprend la formule du couple dans une nouvelle adaptation de Simenon. Le succès de La Veuve Coudert appelle un nouveau film avec Delon et Signoret, mais cette fois-ci avec un réalisateur tétanisé qui ne va même pas s'adresser aux acteurs, Jean Chapeau. Pour se venger de son manque d'entente avec ma mère et Delon, où ça a été très loin, hein, ça a été très loin quand même, on parle d'huissier et tout ça, mais ça a vraiment bardé. Il m'a coupé toutes mes scènes, sauf celles qu'il ne pouvait pas enlever, parce que j'étais avec ma mère et que c'est une scène clé qu'il ne pouvait pas couper. Mais il s'est comporté... J'ai le souvenir d'un mec avec un visage très long, une barbe, il avait toujours un chapeau d'ailleurs. Et ma mère disait tel bonjour de... Il faisait geste. Il devenait fou, Alain. Ma mère et Alain, mais il devenait fou pendant le tournage. Bah, ma mère, c'était un peu particulier. De toute façon, pour le coup, elle était prise en charge moralement par Alain, qui de toute façon est quand même un baroudeur, hein, faut pas oublier. Un homme, un vrai. Et il prenait en main, c'est-à-dire c'est lui qui commandait les hélicoptères pour faire les plans, les trucs. Et elle me disait, ma chérie, Alain vient de poser à Chapeau une équation du 14e degré, nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Ah, ce tournage. Mais je crois qu'on met ça dans un film, on dit non, c'est pas possible, vous exagérez un petit peu, là. Après tant de rôles dramatiques, elle s'essaie au comique le temps d'un film. Je pense pas qu'elle se soit jamais revendiquée actrice comique.
Elle a fait un truc un peu tangent comme ça quand elle a fait Rue de journée pour la reine avec Alliot, où c'est un personnage un peu étonnant, un film que personne n'a vu. Comme elle disait, encore une de mes BA, parce que genre de film qu'elle est allée tourner pour 0 francs, 0 centimes. Il y avait Depardieu aussi là-dedans, si je me souviens bien. Dans Rue de journée pour la reine. Enfin, c'était un truc invraisemblable. Et quand elle a fait, sur la fin de sa carrière et de sa vie en même temps, les trucs avec Bluval, quand elle a fait Thérèse Imbert, qu'elle a totalement... c'est sur une idée à elle. Elle avait tous les récits de cette femme escroque qui est extraordinaire. Le fabuleux trésor de la famille Imbert qui est resserré dans une malle et quand on ouvre, il n'y a plus que des coupures de journaux. Mais c'était pas de la grosse... c'était pas du gros comique, c'était pas de la grosse artillerie. Elle avait de l'esprit, elle avait de l'humour, mais je pense qu'elle avait pas le sentiment de pouvoir être une actrice comique, au sens rigolo du terme, quoi. Un réalisateur va entrer dans sa vie et compter beaucoup pour elle. C'est Patrice Chéreau. Que je l'ai vu avec maman et qu'il a emmené maman à Bayreuth faire le Ring. Elle a étalé, elle s'est farcie tout Wagner à Bayreuth avec Patrice qui l'a emmené. C'était Boulez, je crois, qui était chef d'orchestre. Et ça, c'est extraordinaire comment il a réussi à la sortir de sa campagne pour l'emmener à Bayreuth voir le Ring de Wagner. Quand même, il fallait quand même qu'il soit puissant, quoi, de convaincant. Maman l'adorait, ils s'aimaient beaucoup tous les deux. C'était très très beau de les voir, c'était magnifique. Et moi j'adorais Patrice parce que ça se commande pas. Hein. Il y avait un rapport très clair de mère à fils, hein, très clair. Hein. Quand il était venu la chercher pour la chair de l'orchidée, ça avait dû lui faire drôle parce qu'il est très jeune. Hein. Il était convaincant, je crois qu'il lui aurait fait monter sur un tabouret, enfin je sais pas, n'importe quoi. Elle organisait toujours un peu une résistance comme ça, mais c'était symbolique, parce qu'en fait, elle se laissait faire. C'est elle qui tient le film. En plus, c'est l'histoire de cette femme. C'est l'histoire d'une femme qui a ce journal, mais c'est surtout la trajectoire de cette femme qui vit en 1978. Et c'est ça que je dois raconter. Donc, je dois être beaucoup plus près d'elle, et ça n'a aucun rapport comme personnage. Mais c'était trop tôt, Judith Terpot. C'était un film qui était bien en avance, bien trop en avance sur son époque, parce que la décrépitude de la presse, avec les grands patrons qui rachètent et qui... C'était tellement d'actualité. Il faudrait le repasser. C'est un film formidable, Judith Terpot. Ma mère, le drame de sa vie, quand même, c'est d'avoir perdu ce petit garçon en 1944. Alors après, elle s'est fait des fils putatifs assez souvent, quoi. Donc comme Alain, comme Chéreau, comme tout ça, c'est vraiment des garçons avec lesquels elle avait cette espèce de comportement maternel sans ambiguïté aucune, de Maïcha, et eux, comme ils badaient devant elle, c'était quand même bien, quoi. Le couple Montand Signoret est reformé dans le polar d'un jeune réalisateur, Alain Corneau. J'étais très impressionné par cette ambiance lugubre que Corneau a installée. Il ne répétait pas beaucoup. Le scénario était très bon. Mais moi, j'étais surtout fasciné par ces actrices françaises qui étaient politiquement engagées, qui avaient leur mot à dire. C'est une chose qui n'existe pas en Allemagne. À mon sens, c'était très moderne toujours. Hein, je veux dire. C'est aussi la bonne école française. Je veux dire. L'acteur ne doit pas avoir des sentiments lui-même, il doit les provoquer. Donc, un acteur, normalement, ne doit rien faire. Donc, ça donne un côté... de suspense permanent. Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? J'aimais bien ce côté matter of fact qu'elle avait. Elle n'avait pas besoin de plaire. Elle avait une authenticité insensée. Elle impose sa loi. J'avais l'impression que Corneau donnait très très peu de directives. Je me rappelle de ça. Et elle regardait. Elle faisait le truc. Elle demandait. Il dit très bien. On refait une? D'accord. Donc elle apprenait ses textes. Elle apprenait ses textes, j'imagine. Elle apprenait son par cœur comme tout le monde. Hein. Et elle disait toujours qu'on n'entrait pas dans la peau d'un personnage, que c'est un personnage qui vous entrait dans la peau.
Ça, c'est une chose qu'elle a dite qui m'a beaucoup impressionnée. She was not actor studio. Elle était l'opposé. À mon avis, elle ne se mettait pas dans son rôle. Elle était son rôle. Elle riait beaucoup avec les méthodes Strasberg et autres prises de tête. Elle disait toujours, mais j'ai pas besoin de me faire des trucs d'introspection pour dire passez-moi le sel. C'était son truc, ça. Passez-moi le sel, c'est passez-moi le sel. On m'a pas commencé à... Les acteurs prises de tête, ça la gavait. Son film suivant est adapté de La vie devant soi, de Romain Gary. Simone Signoret hésite à incarner Madame Rosa pour Moshe Mizrahi, une vieille femme juive, ancienne prostituée, qui tient une pension clandestine pour les enfants d'autres prostituées. D'abord, il y avait le livre à la base, le livre de Gary, et elle aimait beaucoup les personnages. Elle aimait beaucoup les personnages. Elle aimait surtout les personnages par rapport à ce qu'elle était elle, et par rapport aussi à l'âge du personnage. Quand j'ai découvert, dans les 10 minutes qui ont suivi, qu'il était le metteur en scène de Rosa Je t'aime, j'ai voulu voir Moshe Mizrahi. Et j'ai essayé de le débaucher. C'est-à-dire que j'ai essayé de lui expliquer que ce serait très très bien qu'on travaille ensemble, mais pourquoi on ne trouverait pas une autre histoire? Parce que celle-là, je ne voulais pas la faire. Et puis, c'est pas moi qui l'ai débauché, c'est lui qui m'a débauché. Voilà comment j'ai fait La vie devant soi. C'est la première actrice française qui a accepté ouvertement, qui a même accéléré le mouvement du vieillissement. Je ne sais plus quel grand homme de théâtre qui disait être actrice, c'est accepter le sacrifice de vieillir. Et elle l'a fait ouvertement, clairement, pour des raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas. Je suis ni psychologue, ni psy, machin, à 2 balles. Mais c'était magnifique. Et la seconde carrière de Signoret est tout aussi vertigineuse et peut-être encore plus pleine que la première carrière, où, ne l'oublions pas, on a considéré qu'elle était la plus belle femme du monde. Enfin, ça s'est dit. Simone, contrairement à les actrices, beaucoup d'actrices, n'a pas essayé de changer son visage, n'a pas essayé de rester jeune. Elle a décidé qu'elle allait jouer des personnages de son âge. Et même parfois, elle exagérait un tout petit peu et elle jouait des personnages qui étaient beaucoup plus âgés qu'elle-même. Voilà. C'est quand même une madame de 67 ans. Alors, mais c'est comme... Oui, d'accord. C'est l'actrice dont je parle, c'est pas de l'âge, moi. Oui, mais pour la jouer, il fallait y aller complètement, carrément. Et ça m'a aussi pris du temps à l'avaler. Et puis une fois que je l'ai eu avalé, j'ai plongé complètement parce que c'est un rôle tellement superbe. Enfin, c'est une femme qui va me manquer beaucoup maintenant qu'elle m'ait quitté. Non, là, il y a... Le génie ne supporte pas le lifting, quand même. Enfin, je crois pas. Enfin, bon, que je pensais même à un moment donné, j'aurais pu le faire aussi. C'était quelque chose qui m'aurait beaucoup intéressé de le faire. Le milieu qui raconte, les personnages qui racontent, le milieu qui le raconte, c'est un milieu formidable. Et je connaissais Romain Gary, et c'est un peu pour ça que j'ai fait après La Claire de Femme. Costa Gavras tiendra un petit rôle dans le film de Moshe Mizrahi, où la relation entre Madame Rosa et les enfants est transcendée par les mots de Romain Gary. Comme par exemple dans cette scène, où Madame Rosa parle de la famille et des chiens. La famille, ça veut rien dire, la famille. Moi, j'en connais des familles. Ils partent en vacances en abandonnant leurs chiens. Ils l'attachent à un arbre. Tu sais combien il y a de chiens par an qui meurent de chagrin parce qu'on les a abandonnés tout seuls? Moi, je ne suis pas un chien. Mais toi, qu'est-ce que j'ai de plus cher au monde, mon nom? La vie devant soi était un très, 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 très beau film. Enfin, où elle était... C'était un chef-d'œuvre ambulant. Ce film était consacré. C'était une peinture de Madame Rosa. Enfin, ça, c'est Madame Rosa. Et elle prenait tout l'écran, elle prenait tout l'espace. La gagnante est Simone Signoret. Et voici que monte sur scène Simone Signoret pour La vie devant soi, ce film où elle a un rôle écrasant qu'elle maîtrise admirablement. César de la meilleure actrice, Oscar du meilleur film étranger
La vie devant soi disparaîtra pourtant des écrans et ne sortira même pas en DVD en France. Moshe Mizrahi réalisera un autre film 2 ans plus tard avec Simone Signoret, Cher Inconnu, où le personnage, à l'instar de Madame Rosa, a sacrifié sa vie aux autres. En vieillissant, elle s'accroche à eux pour ne pas céder à l'angoisse de la solitude et de la mort. Louise, de Cher Inconnu comme Madame Rosa, affirme l'importance de l'amour. Il y a 3 immenses actrices qui ont définitivement marqué l'histoire du cinéma français et mondial. C'est Simone Signoret, Jeanne Moreau et Romy Schneider, quoi. Il y a totalement une matière humaine à vif, extraordinairement intelligente, extraordinairement intuitive, extraordinairement forte, puissante et passionnée. C'est une chance de l'avoir rencontrée, vraiment. Il y avait un côté grand-mère du cinéma français. Hein. C'était pas la mama ou c'était pas la chef de gang ou la maman juive. Non, c'était la grand-mère. Plutôt du Cantal ou du Limousin du cinéma français. Enfin, moi, je la voyais comme telle. Elle avait une façon de jouer du regard, comme ça. Elle était comme Gabin. Elle disait, le regard, c'est tellement important qu'il ne faut pas trop en abuser. Donc, il baissait le regard, il jouait avec des objets, des choses, puis d'un seul coup, paf, il lançait le regard. Et là, c'était foudroyant, mais jamais de méchanceté, toujours d'humanité et d'exigence, une humanité exigeante. C'est ça dont je me souviens, quoi. Elle m'a plutôt tensé dans le film Adolescente. Elle me trouvait sans doute mal à l'aise. Un jour, elle m'a balancé cette chose extrêmement dure. Elle me dit, on dirait Louis Jourdan dans un rôle de boucher. Alors, mais elle avait sans aucun doute raison. Il y avait une maladresse chez moi qui était patente. Son naturel, sa vérité était toujours profonde. Ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Ça n'était jamais frivole. C'était même parfois presque, je dis bien presque fatigant, de poids et d'exigence. Je dis bien presque. Mais c'était tellement important, tellement troublant. Enfin, elle avait un côté, vous savez, Gabin faisait toujours « oh, je vais te dire ». Et Signoret, il n'y avait pas « oh, je vais te dire », mais elle faisait « bah, tu sais, hein », comme ça. Et là, ça partait sur des vérités premières, c'était de la philosophie pure, quoi. Je me souviens d'un petit tiraillement d'ego entre Jeanne Moreau et Simone Signoret. C'était tout à fait étonnant. Je pense qu'il y avait naturellement, parce que ce sont 2 femmes tellement intelligentes, beaucoup de respect, d'admiration mutuelle, mais il y avait aussi... Il y avait aussi un peu de tirage. Lorsqu'on disait qu'on allait dîner avec l'une, l'autre faisait légèrement la gueule. Quand même, voilà, ça, c'était très, très, très drôle. En 1981, elle retrouve Pierre Granier de Fer pour L'Étoile du Nord, nouvelle adaptation de Simenon. Ça a été difficile au départ parce que Simone voulait sa fille pour le rôle et Pierre Granier de Fer, le réalisateur, ne voulait pas. Et il a tenu bon. Il faut quand même que vous sachiez que moi, j'ai un drame dans ma vie, c'est de ne pas avoir tourné L'Étoile du Nord, dans lequel il y avait un rôle auquel, comme disait ma concierge, j'aurais vraiment imaginé que j'aurais pu le jouer. Ce que Granier n'a pas voulu de moi et que maman n'a pas voulu insister pour que Granier m'engage quand même ce qu'elle aurait pu faire, mais qu'elle m'a bien expliqué qu'il n'y a rien de pire d'être sur un plateau avec des gens qui ne vous ont pas désiré, sans quoi elle avait parfaitement raison, que je m'en suis parfaitement expliqué avec Fanny Cotenson, qui est une fille que j'adore et qui en a été malade de cette histoire, et que Granier m'a justifié son manque d'intérêt pour ma personne avec des explications qui ne m'ont que moyennement satisfaites. Il pensait que le personnage n'était pas Catherine, et que c'était pas comme ça qu'il voyait le personnage. Alors, du coup, Simone a dit, après, devant le fait que Pierre n'a pas cédé, elle a dit, bah, elle a intérêt d'être bonne, la petite. Ce que Pierre s'est empressé de me répéter, ce qui n'était pas très agréable pour moi, et surtout pas commode, parce que Simone n'était pas quelqu'un de commode non plus, hein. Et puis, il a quand même eu la bonne idée de me faire faire les scènes, justement, toute cette première partie avec Philippe avant. Et Simone, moi je l'ai adorée, hein, Simone. Elle allait tout voir, même les rushs où elle n'était pas. Et donc, elle a vu ce que je faisais. Et donc, je suis arrivée
Moi, j'étais restée avec l'idée de... elle a intérêt d'être bonne, la petite. La première scène que j'avais à faire avec elle, c'était la rencontre, justement, avec elle, quand je vais pour partir et qu'elle arrive. Et puis, donc, Pierre nous explique comment on va tourner la scène. Et donc, je devais arriver, me mettre de profil à profil avec Simone et avoir le dialogue. Et on fait une première... Bon, on va se préparer, finir se préparer, etc. J'arrive, on fait la première répétition et je reste face caméra et donc Simone de dos. Et Pierre me dit, bah, tu pourrais te mettre de profil histoire que Simone soit dans le champ. Moi, j'avais plus de sang dans les veines. Et Simone me fait comme ça. Genre, laisse tomber. Et elle a été, mais un amour avec moi. Elle a été classe, mais vraiment. Et puis surtout, non seulement elle a été classe, mais en plus, elle, justement, dans cette première scène, j'en ai bégayé et il a gardé ça parce qu'elle m'a tellement pris de court dans son jeu, en amenant tellement de poésie d'enfance. Et parce qu'elle devait dire à propos de la voiture qui m'accompagne, elle est à toi cette voiture. Et en fait, elle me disait comme si elle en avait envie. Et ça m'a cueillie. Tu donnes pas de nouvelles pendant 6 mois, puis tout d'un coup, t'es là. C'est à toi, ça. C'est un ami qui m'a prêté sa voiture. J'en ai profité. Un ami? Ben, j'aime autant pas savoir comment il l'a gagné, parce que l'automobile comme ça... Hein. C'est toute une histoire. Je te raconterai. C'est un réalisateur qui adorait les acteurs. Et particulièrement les actrices. C'était un homme extrêmement discret, qui se prenait pas au sérieux, même s'il faisait incroyablement bien son travail. Simone m'intimidait énormément. Et je pensais qu'elle avait rien à me dire. Et en fait, je pense qu'elle aurait adoré parler avec moi. J'aime beaucoup Drache depuis très 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 longtemps. C'est la première fois que je travaille avec lui. Mais c'est un ami dans la vie. Et qui a fait des choses qui m'ont toujours beaucoup intéressé. Enfin, que ce soit Élise ou La Vraie Vie, ou Le Pullover Rouge, qui a été un des plus violents réquisitoires contre la peine de mort. Ce que fait Drache m'intéresse. Moi, ce que j'en ai ressenti, c'est qu'elle était bourrée de doutes. Et c'est ce qui fait, moi, à mon avis, si on ne doute pas dans la vie, c'était quelqu'un de très intelligent et elle était bourrée de doutes. Bon, en plus, Maupassant, c'était pas le début de sa vie, donc c'était plutôt la fin de sa vie. Et elle était assez forte, elle avait arrêté de boire, donc elle buvait de la bière sans alcool. Et elle nous regardait beaucoup, nous les jeunes. Et pour moi, Signoret était toujours jeune parce qu'elle avait cette sorte de brillance dans le regard, cette canaillerie, cette coquinerie. Un jour, moi, on me faisait un trait de colle dans les yeux. Et je sais que secrètement, elle a demandé à sa maquilleuse qu'on lui fasse le même. Donc elle était sans arrêt, alors que c'était pour moi un monstre sacré extraordinaire. Elle était sans arrêt en train d'essayer de combler ses doutes, en essayant de trouver ce qui pourrait la faire ressembler. C'était étrange. C'était un personnage très étrange. C'était un type absolument adorable, Michel Drache. Et il s'entendait très très bien avec ma mère. Et elle a fait ça avec bonheur, je crois. J'ai le souvenir d'un tournage extrêmement heureux, y compris avec Claude, qui était le fils de son vieux camarade Pierre. Donc, c'est quand même des boules de neige, là. Dès 1978 jusqu'à sa mort, elle va remporter un succès énorme à la télévision. Avec entre autres Thérèse Imbert et surtout Madame le Juge. Donc elle y est venue aussi parce qu'elle a compris que le public aussi se trouvait là et elle n'avait pas tort. Les choses ont changé. La première qui comprend, avant d'ailleurs Gérard Depardieu, qui ensuite a pris le relais, et puis plus tard d'autres très grands acteurs de cinéma, mais la première qui dit « mais enfin vous êtes fous, c'est un très bel endroit populaire, on peut faire des très belles choses » et qui joue une fois de plus divinement Madame le Juge, ça a compté énormément, Madame le Juge. Et c'est elle qui a dit « non, non, moi je veux le faire, ça ». Et elle a été, il n'y en a pas une, elles peuvent toutes se... Enfin bon, bref, c'est extraordinaire ce qu'elle fait dans Madame le Juge. Elle réécrivait des dialogues, enfin, sur cette chose-là, en tous les cas.
où il y avait parfois, enfin quand elle n'était pas... Elle travaillait beaucoup en amont. Parfois, il y avait convocation après dîner du metteur en scène, des partenaires, on se mettait autour de la table, elle disait, bon, alors demain, là, ça, là, bon. Et elle était très, très exigeante, à juste titre, hein, elle avait raison. Et je regardais quand on tournait ses contre-champs sur elle. Parfois, ça pouvait être l'après-midi, enfin, ou quelques heures après qu'on ait fait Et donc, quand elle donnait la réplique hors caméra, parfois, elle était presque mieux que quand elle était dans le... Mais c'est vrai. Madame le Juge, elle est devenue très populaire grâce à la télévision quand elle est allée tourner, effectivement, Madame le Juge. Elle en a fait avec Molinaro, avec plein de gens comme ça. Et puis, magnifiquement, avec avec Marcel Bluval. Les deux trucs qu'elle a fait, à savoir dans l'ordre Thérèse Imbert et Musical. Musical étant son dernier soupir artistique, puisqu'elle n'a même pas pu faire la synchro, et c'est moi qui l'ai doublé. C'est une femme engagée, libre, moderne, terriblement dure, très drôle, extrêmement cultivée et intelligente, et parfois fort casse-pied, voire chiante. Elle a absolument réussi tout ce qu'elle a touché. Elle n'a pas essayé de chanter, elle a bien fait, parce que ça aurait sûrement pas été une réussite, donc ça, elle n'a pas essayé. Elle a fait du théâtre, bon, bah ça va, elle s'en est plutôt pas mal tirée. Elle a écrit, à chaque fois, elle a fait des succès. Bon, bah voilà, moi, c'est quelqu'un qui me manque tous les jours, hein, clairement. Il y a quelques personnes très rares dans la vie qui sont pour moi, Simone c'en est une, c'est une lumière comme ça, allumée quelque part, qui aide à naviguer pour montrer le chemin, c'est ça. Et sur le plan des idées, mais sur le plan aussi du comportement, de la justesse du comportement. Des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. Des choses qui sont acceptées, des choses qui ne sont pas acceptées. Simone, il y avait des choses qu'elle n'acceptait pas, pour rien. Elle aimait des gens, ou elle pouvait détester quelqu'un, et ne plus vouloir en avoir parlé, parce que c'était un personnage qui considérait qu'il n'était pas bien. Et ça, je pense, c'est très bien dans la vie. Il y a eu quelques accros, on le sait très bien. Et malgré tout, elle est revenue, elle a tenu le coup. Et moi, je me souviens de son regard quand elle parlait de mon temps. Ça je m'en souviens. C'était irradiant. Ouais, magnifique. J'ai pu régler tous mes comptes, y compris avec mon temps, ce qui n'était pas une mince affaire. Et j'ai beaucoup de chance, en fait. Ça, c'est un truc alors qu'il faudrait recommander à tout le monde, c'est d'essayer de bien régler les comptes avant que les gens disparaissent. J'ai eu la chance quand même, quand elle est tombée malade la première fois, elle a eu un problème vésiculaire, c'était pas grave, mais bon, ça l'a mise sur le flanc. Elle est restée... J'ai vécu pratiquement 5 ans comme ça, collée au jour le jour avec elle. Et en 5 ans, on a pu tout réparer, tout récupérer, et ça, c'est magnifique. Et de toutes les choses qu'on s'est dites, et Dieu sait si on s'est dit des choses, jamais une fois, elle m'a dit « Tu vois, j'aurais adoré jouer les femmes savantes, par exemple. » Je dis ça, comme je dirais autre chose. Donc ça a quand même été une femme comblée sur tous les plans, parfaitement consciente qu'elle avait organisé un peu ses dérives, et avec beaucoup d'orgueil, justement. C'est bien ça que je veux dire.